Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question vraiment centrale pour les entreprises. Comment on passe de l'expérimentation avec l'IA, des petits tests, à une vraie création de valeur et à grande échelle? C'est la question à 1 million, oui. Et pour ça, on va s'appuyer sur un guide assez costaud, très documenté. Oui, vraiment. Il est basé sur l'analyse de 300 déploiements qui ont fonctionné, plus de 4000 sondages sur l'adoption et les retours de, tenez-vous bien, 2 millions d'utilisateurs en entreprise. C'est une base de données impressionnante. Carrément. L'idée, c'est de comprendre comment les boîtes qui sont en pointe sur l'IA, comment elles font pour cibler leurs efforts et obtenir des résultats concrets. Comment elles trouvent les bonnes idées, quoi. Exactement. Identifier les opportunités les plus prometteuses. Et juste un chiffre pour bien poser le contexte, ça m'a marqué. En seulement 2 ans, 39% des adultes américains ont déjà utilisé l'IA. Ah oui, hein. C'est énorme. Pour comparer Internet, sur la même durée, au début c'était 20%. Donc là, on est sur une adoption fulgurante. C'est vrai que ça va très très vite. Et l'enjeu économique derrière est potentiellement colossal. On voit déjà que les entreprises leaders en IA ont une croissance de revenus 1,5 fois plus rapide. Ah oui, quand même. Et des retours pour les actionnaires 1,6 fois plus élevés, un retour sur capital investi 1,4 fois meilleur. Les chiffres parlent. D'accord. Donc, l'avantage est réel pour ceux qui maîtrisent. Oui, mais, et c'est là tout le paradoxe soulevé par une étude McKinsey, même si tout le monde investit ou prévoit d'investir massivement, 92% disent vouloir augmenter leurs dépenses IA. Hmm. Seulement 1% estiment avoir vraiment atteint la pleine maturité de leurs investissements. Un tout petit pourcent. Incroyable. Il y a donc un fossé énorme entre l'argent qu'on met sur la table et la valeur qu'on en retire vraiment. C'est exactement ça. Un décalage important entre l'investissement et la valeur réalisée concrètement. Et c'est là que ça devient passionnant. Comment on explique ça? Et surtout, comment on réduit cet écart? Mais justement, le guide qu'on explore aujourd'hui propose une approche structurée en 3 étapes pour trouver et déployer les cas d'usage IA qui ont une vraie valeur ajoutée. Alors, allons-y, explorons ces étapes. La première, c'est d'identifier les opportunités, là où l'IA peut vraiment avoir un impact. Oui, et l'idée clé, c'est de voir l'IA comme un super assistant, pas un remplaçant, mais un outil qui augmente nos capacités. D'accord. Un assistant augmenté. Mais comment on sait où cet assistant peut nous aider le plus? Le guide parle de 3 grands types de défis. Le premier, c'est les tâches répétitives, celles qui ont peu de valeur ajoutée. Oui, c'est souvent par là qu'on commence, parce que c'est le plus visible et le plus facile à quantifier en fait. Les quick wins, comme on dit. Exactement. Tout ce qui est manuel, fastidieux, qui nous prend du temps sur des choses plus importantes, plus stratégiques. Faire des résumés de réunions, chercher des tendances dans des fichiers Excel interminables, rédiger des emails types. Le genre de truc qui nous pompe l'énergie. Voilà. L'approche de Claire Vaux, qui est CPO chez Launch Darkly, elle est intéressante, elle parle de son anti-to-do list. Ah, j'aime bien le concept. C'est la liste des tâches qu'elle ne veut plus faire elle-même. Surveiller les indicateurs clés, suivre les concurrents, partager des infos récurrentes. Sa question, c'est comment je peux arrêter de faire ça? Et l'IA, elle apporte de plus en plus de réponses. Donc, première piste, traquer activement ce qui nous agace par sa répétitivité. Le deuxième défi identifié, ce sont les goulets d'étranglement de compétences. Oui, ça c'est quand on est bloqué parce qu'il nous manque une expertise spécifique. On doit attendre l'avis d'un analyste de données, d'un designer, d'un développeur. Et ça ralentit tout le monde. Exactement. Et là, l'IA peut jouer un rôle de démocratisation, en quelque sorte. Elle permet à des employés qui ne sont pas spécialistes de faire des tâches de base eux-mêmes, sans attendre. Par exemple, Un chef de produit qui veut tester une idée rapidement, il pourrait utiliser l'IA pour créer un petit prototype interactif simple, sans devoir mobiliser tout de suite l'équipe de design ou les développeurs. d'accord, ça débloque des situations. Ça ne remplace pas l'expert pour le travail de fond, attention, mais ça fluidifie, ça permet d'avancer, et ça libère du temps précieux pour les équipes spécialisées qui peuvent se concentrer sur les problèmes vraiment complexes. Ça libère de la bande passante qualifiée en somme. Troisième défi, plus subtil peut-être, naviguer dans l'ambiguïté. Le syndrome de la page blanche, quoi. C'est ça. Quand on ne sait pas par où commencer, quand on est bloqué sur un problème un peu flou, ouvert, Comment l'IA aide là-dedans? C'est pas très intuitif. elle peut servir de partenaire de sparring, de catalyseur. Pour démarrer, elle peut générer des premières idées, même basiques. Elle peut aussi analyser très vite une masse d'infos brutes pour y déceler des pistes ou proposer une structure et des premières étapes. Un peu comme un assistant de recherche ou de brainstorming. Exactement. Le guide donne l'exemple d'une équipe marketing qui utilise le mode vocal de ChatGPT pour brainstormer,
juste pour lancer la machine, échanger des idées à voix haute avec l'IA et dépasser l'inertie du début. C'est un outil pour débloquer la pensée. D'accord. Donc, identifier les répétitions frustrantes, les dépendances qui bloquent et les moments où on patine dans le flou. Une fois qu'on a repéré ça, on fait quoi? L'étape suivante, c'est de sensibiliser les équipes à ces 3 types de défis. Leur demander où est-ce que vous rencontrez ça dans votre travail quotidien. Faire remonter les points de douleur. Douleur? Et ensuite, on peut même utiliser l'IA pour trouver des solutions. Une invite toute simple dans le chat GPT du genre Je suis tel rôle chez telle entreprise, quels sont les meilleurs cas d'usage IA pour moi ?» peut déjà donner des idées intéressantes. Ah oui, utiliser l'outil pour trouver comment utiliser l'outil. C'est un peu ça. Et l'exemple d'Andrea Ellis, la CFO de Fanatics Betting and Gaming, est parlant. Elle a créé une task force IA en se basant directement sur les suggestions de son équipe finance. Une approche très pragmatique qui part du terrain. D'accord. Donc, on a identifié les zones où ça pourrait aider. Deuxième grande étape du guide, enseigner les 6 primitives. C'est quoi ces primitives? Un jargon technique? Pas vraiment technique, plutôt une façon de catégoriser. En analysant des centaines de cas d'usage réels, le guide a identifié 6 grands types d'applications fondamentales de l'IA générative en entreprise. Ok. Ces 6 primitives, ce sont la création de contenu, la recherche, le codage, l'analyse de données, l'idéation et la stratégie, et enfin l'automatisation. D'accord, 6 grandes familles d'usages. C'est ça. L'idée, c'est que quasiment toutes les applications qu'on voit peuvent être rattachées à une ou plusieurs de ces catégories. Ça donne un langage commun, un cadre simple pour comprendre ce que l'IA peut faire concrètement. Et ça aide sans doute à trouver des idées une fois qu'on a identifié un problème. Exactement. Ça permet de faire le lien. Ah, mon problème, c'est une tâche répétitive de rédaction. Ça correspond à la primitive création de contenu. Voyons ce que l'IA peut faire là-dessus. Bien vu. Alors, passons-les en revue. La première, création de contenu. Ça semble plus évident, non? Générer du texte? Oui, mais ça va plus loin que juste écrire un premier jet. L'IA est très forte pour adapter le contenu. Résumer un long rapport, changer le ton pour qu'il colle au style de l'entreprise, traduire en plusieurs langues ou même décliner un message pour différents réseaux sociaux. Ah oui, la réutilisation et l'adaptation. Et on peut lui donner des documents de référence, un guide de style, les articles qui ont le mieux marché, pour qu'elle apprenne et s'aligne. Un exemple concret? Promega, une boîte dans les sciences de la vie. Ils ont calculé avoir économisé 135 heures en 6 mois juste sur les brouillons d'email marketing. Pas mal. Le responsable marketing, Karis Sienstaller, dit qu'elle n'écrit plus un seul email marketing sans l'aide d'un GPT qu'ils ont entraîné spécifiquement pour ça. C'est un gain de temps énorme. D'accord. Deuxième primitive, la recherche. Là aussi, on pense spontanément à un moteur de recherche classique, mais l'IA apporte quoi de plus? Elle va beaucoup plus loin dans la synthèse et l'analyse. Elle peut digérer très vite des informations complexes, faire des recherches web hyper ciblées sur un sujet précis, un concurrent. Mais surtout, elle peut lire et analyser de longs documents internes. Des rapports, des études de marché? Voilà, des trucs qui prennent des heures à lire normalement. L'IA peut en extraire les points clés, les synthétiser et même structurer la réponse comme on veut. Un tableau, une liste à puces, un résumé exécutif. C'est comme avoir un assistant de recherche personnel. Un peu, oui. Le guide mentionne même une capacité Deep Research de ChatGPT qui peut faire des recherches en plusieurs étapes, en affinant progressivement. Un peu comme le ferait un analyste débutant. C'est utile partout. Veille concurrentielle, analyse de marché, recherche de fournisseurs, comprendre de la doc technique. C'est puissant. Troisième primitive, le codage. Bon, pour les développeurs, on imagine bien les gains. Débugage, génération de code. Oui, il l'utilise déjà massivement pour ça. Pour déboguer, générer du code répétitif, boilerplate, traduire d'un langage à un autre, ou même juste pour discuter d'une approche technique, comme le fameux rubber docking. Le fait de parler à un canard en plastique pour structurer sa pensée. Exactement, sauf que là, le canard répond. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le potentiel pour les non-codeurs. Ah, ça m'intéresse. C'est réaliste? De plus en plus, l'IA abaisse vraiment la barrière à l'entrée. Quelqu'un qui n'a jamais codé peut maintenant demander à l'IA de générer un petit script en Python pour automatiser une tâche dans Excel, par exemple. Sérieux? Ouais. Ou d'écrire une requête SQL pour aller chercher des infos précises dans une base de données. Ou de créer un graphique interactif pour une présentation. Sans connaître Python ou SQL? Sans être expert en tout cas. Il faut comprendre ce qu'on demande bien sûr et vérifier le résultat. Mais ça ouvre des possibilités énormes. Chez Tinder par exemple, ils l'utilisent pour générer du code dans des langages moins courants comme Bash ou pour vérifier le fonctionnement d'API. Ça accélère plein de petites tâches techniques. C'est assez dingue comme perspective d'autonomie pour les équipes métiers. Quatrième primitive, l'analyse de données.
Encore un domaine qui fait peur si on n'est pas expert. Et c'est là aussi que l'IA change la donne. Elle peut aider à faire le sale boulot, nettoyer des données qui viennent de partout, les harmoniser, Le fameux data cleaning. voilà. Et ensuite, elle peut aider à repérer des tendances, des anomalies dans de gros volumes de données. Et surtout, elle permet d'interagir avec ces données sans être un pro d'Excel, de SQL ou de Python. Comment ça? On peut lui donner un fichier Excel, ou même juste une capture d'écran d'un graphique, et lui poser des questions en langage naturel. Quelles sont les tendances principales? Calcule-moi tel indicateur, résume-moi les points importants. C'est bluffant. Poshmark, la plateforme de mode en ligne, s'en sert pour générer du code Python qui réconcilie des millions de lignes de données de vente, un truc hyper complexe, et ensuite pour générer les rapports hebdo. Leur CFO, Rodrigo Brumana, dit que ça élève le travail de chacun. Parce qu'on passe moins de temps à manipuler les données et plus à les interpréter. Exactement. On se concentre sur la décision, sur l'action à mener à partir des chiffres. C'est clair. 5e primitive. Idéation et stratégie. Là, on touche à des compétences très humaines. L'IA peut vraiment aider. Oui, comme partenaire de réflexion. Pour brainstormer, elle peut proposer des idées, même inattendues. Pour structurer, elle peut suggérer un plan, une organisation des idées. Et elle peut même jouer l'avocat du diable. C'est-à-dire? On peut lui soumettre une stratégie, un plan, et lui demander de le critiquer, d'identifier les faiblesses en fonction des objectifs qu'on lui a donnés. Intéressant pour challenger ses propres idées. Tout à fait. Et les outils deviennent multimodaux, hein. On peut discuter avec elle à voix haute, lui montrer des images. Match Group, par exemple, utilise GPT-4 avec la vision pour simuler des retours d'utilisateurs sur des maquettes. Il lui demande de se mettre dans la peau d'un utilisateur type. C'est ça. Ça ne remplace pas les vrais tests utilisateurs, mais ça permet de défricher, d'itérer plus vite en interne. Elle peut aussi aider à planifier des projets complexes en intégrant plein de contraintes. Fascinant. Et la dernière, la 6e primitive. Automatisation, c'est un peu le Graal, non? Rendre les choses automatiques. C'est souvent là qu'on voit les gains d'efficacité les plus directs, oui. Il s'agit d'automatiser des tâches ou même des séquences de tâches qui sont répétitives. Des exemples? Ça peut être simple, générer automatiquement un rapport standard chaque semaine, ou plus complexe, analyser des documents, en extraire des infos clés et remplir un formulaire. La clé ici, c'est la capacité de l'IA à utiliser le contexte, les instructions personnalisées qu'on lui donne. Pour faire la tâche toujours de la même manière. Voilà. Et surtout, on voit se développer les GPT personnalisés. Ce sont des versions de l'IA qu'on peut entraîner spécifiquement pour une tâche précise de l'entreprise et qu'on peut partager facilement avec les collègues. Ah, ça c'est clé pour le déploiement. Oui, ça permet de standardiser et de fiabiliser l'automatisation. On parle même de capacités comme Deep Research, dont on a parlé, ou le concept d'opérateur chez OpenAI, qui vise à terme à gérer des workflows complets de façon autonome. On n'y est pas encore, mais ça se dessine. Ça se dessine. BBVA, la banque, a par exemple créé un GPT Credit Analysis Pro. Il accélère l'analyse du risque crédit en allant chercher et synthétiser des infos dans plein de sources différentes. Rapports financiers, articles de presse. Donc une fois que les équipes ont compris ces 6 grandes capacités, ces primitives, l'idée c'est de les encourager à les appliquer à leurs propres problèmes identifiés à l'étape 1. Exactement. Le guide suggère des formations ciblées par métier avec des exemples concrets qui parlent aux gens. Et puis, stimuler la créativité, organiser des brainstorming, des hackathons, pourquoi pas des petits concours internes pour faire émerger les meilleures idées. Et surtout ne pas laisser ces idées dans un coin. Non, c'est crucial de les centraliser, de les partager. Une simple feuille de calcul partagée, un canal Slack dédié, peu importe l'outil, mais il faut que les bonnes idées circulent et inspirent les autres. Le guide mentionne le GPT Lab d'Estée Lauder. C'est un exemple de processus structuré. Oui, c'est intéressant. Ils ont mis en place une petite équipe pour chaque projet de GPT. Quelqu'un du métier qui a le besoin, un expert du domaine et un référent technique. Et ils suivent des étapes claires, design, bien définir le besoin, préparation, les données, etc., construction et test, lancement et itération. Une mini-usine à GPT. Un peu. Et leur responsable, Charmaine Peck, insiste beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi on construit ce GPT? Quel problème on veut résoudre? Quel impact on attend? Faut pas faire de la technologie pour la technologie. C'est la clé. Ce qui nous amène logiquement à la 3e étape. Une fois qu'on a plein d'idées qui émergent, comment on fait le tri? Comment on priorise pour savoir où mettre les efforts et l'argent? C'est le défi classique après la phase d'idéation foisonnante. On a 50 idées géniales, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, comment choisir? Le guide propose un outil assez classique, mais toujours aussi pertinent.
la bonne vieille matrice impact-effort. Ah oui, simple et efficace. On évalue chaque idée sur 2 axes, la valeur potentielle pour l'entreprise, l'impact, et la difficulté, le temps, les ressources nécessaires pour la mettre en œuvre, l'effort. Et ça donne 4 cadrans. Le premier, c'est le Graal, fort impact, faible effort, les fameux quick wins. C'est ça, les gains rapides. C'est souvent par là qu'il faut commencer pour montrer que ça marche, créer de l'enthousiasme et justifier d'aller plus loin. L'exemple du GPT de Tinder qui a simplifié l'accès à un outil interne pour l'équipe produit, c'est typiquement ça. Simple, rapide, et ça aide tout de suite. Voilà. Deuxième cadran, faible impact, faible effort. Le guide appelle ça le libre service. C'est quoi? Ce sont plutôt les petites aides personnelles, les automatisations individuelles. Ça ne va peut-être pas révolutionner l'entreprise, mais ça peut sérieusement améliorer le quotidien d'une personne ou d'une petite équipe. D'accord, les petits outils pratiques. Par exemple, les conseillers financiers chez Morgan Stanley qui utilisent l'IA pour résumer vite fait des rapports d'analyse avant un rendez-vous client. C'est utile pour eux, même si ça ne change pas la stratégie globale de la banque. Et ça peut donner des idées à d'autres. Je vois. Troisième case, haute valeur, effort élevé. Là, on est sur les gros projets. Oui, ce sont les initiatives qui peuvent vraiment transformer un processus, voire un business model. Mais ça demande du temps, de l'investissement, parfois du développement sur mesure. Des exemples. Le guide cite le Dose GPT de Moderna qui aide leurs chercheurs dans la découverte de médicaments. Ou l'assistant client de Klarna qui gère une grosse partie des interactions. Ou encore l'outil d'Indeed qui explique pourquoi une offre d'emploi est recommandée à un candidat. Ça a pris des mois, mais ça a augmenté les candidatures de 20%. Ok, donc là, on est sur des paris stratégiques qui demandent un vrai soutien. Exactement. Et le dernier quadrant, logiquement, c'est faible impact, effort élevé. Ceux-là, on les met de côté pour l'instant. C'est clair. Ce cadre impact-effort, même s'il est simple, il est crucial pour éviter de se disperser. Et pour concentrer les ressources là où ça compte le plus. Oui, et l'analyse montre que plus de 60% de la valeur potentielle de l'IA se situe dans les fonctions cœur de métier, vente, marketing, opération, R&D. Donc il faut souvent avoir le courage de s'attaquer à des projets à fort impact dans ces domaines, même s'ils demandent plus d'efforts. Ce qui nécessite l'appui du management. Indispensable pour débloquer les ressources et le temps nécessaires. Et un point important, cette matrice n'est pas figée, ce qui demande beaucoup d'efforts aujourd'hui. Sera peut-être facile demain avec les progrès de l'IA. Exactement, les modèles s'améliorent, les outils deviennent plus simples, il faut donc réévaluer régulièrement la priorisation des idées en fonction de l'évolution technologique. D'accord. Donc on a identifié, on a formé aux primitives, on a priorisé avec impact effort. On commence à voir des applications IA qui tournent. Le guide nous dit d'aller encore plus loin ensuite. Cartographier les flux de travail. Oui, passer de l'optimisation de tâches isolées à la réimagination de processus complets, de bout en bout. C'est là qu'on trouverait les gains les plus importants. C'est souvent là que se cachent les gains d'efficacité majeurs, oui. Au lieu d'améliorer juste une petite étape, on regarde tout le cheminement d'une information ou d'un projet et on voit comment l'IA, avec ses différentes primitives, peut intervenir à chaque jalon. Tu peux donner un exemple? Prenons un processus marketing classique pour lancer une campagne. Étape 1, recherche des tendances du marché. On utilise la primitive recherche, peut-être deep research. Étape 2, analyse des données clients pour cibler. Primitive analyse de données. Étape 3, brainstorming de la stratégie et des messages clés. Primitive, idéation, peut-être avec le mode vocal. Étape 4, génération des différents contenus. Email, post, visuel, traduction, primitive, création de contenu. Étape 5, automatisation de la diffusion sur les bons canaux et suivi des performances pour optimiser. Primitive, automatisation et analyse. D'accord. En combinant les forces de l'IA à chaque étape, on peut transformer tout le flux. C'est l'idée. On ne fait pas juste une tâche plus vite, on repense potentiellement tout le workflow. Et le guide suggère que cette réflexion par flux de travail nous prépare aussi à l'avenir, à l'arrivée d'agents IA plus autonomes. Oui, c'est une excellente préparation. En comprenant finement comment l'IA peut s'insérer dans nos processus actuels, étape par étape, on sera beaucoup mieux armé pour intégrer demain des systèmes d'IA capables d'orchestrer, voire d'exécuter des pans entiers de ces workflows de manière plus autonome. Ça demande aux équipes, surtout aux plus avancées, de vraiment décortiquer leur façon de travailler. C'est ça, décomposer les processus, identifier les étapes clés et mapper les primitives IA pertinentes pour chacune. C'est un exercice très utile.
Bon, si on devait résumer les points clés de cette démarche en 3 étapes pour vraiment réussir son passage à l'échelle avec l'IA, ce serait quoi? Alors, premièrement, bien comprendre où l'IA peut apporter le plus de valeur, en ciblant spécifiquement les tâches répétitives qui nous pèsent, les goulots d'étranglement de compétences qui nous ralentissent et les moments d'ambiguïté où on a du mal à démarrer. Ok, trouver les bons points d'application. Deuxièmement, Deuxièmement, éduquer les équipes. Leur donner un langage commun et une compréhension claire des capacités fondamentales de l'IA, ces fameuses 6 primitives qu'on a détaillées. Création, recherche, codage, analyse, idéation, automatisation. pour qu'elle puisse imaginer elle-même les solutions. Et troisièmement, Troisièmement, prioriser sans pitié. Utiliser un cadre simple mais efficace, comme la matrice impact-effort, pour concentrer les ressources limitées sur les initiatives qui ont le plus de chances de générer de la valeur rapidement ou de transformer l'entreprise à terme. c'est clair. Identifier, enseigner, prioriser. Et j'ajouterai un ingrédient essentiel qui traverse tout ça, cultiver une culture de l'expérimentation. L'IA, ce n'est pas magique, ça ne marche pas du premier coup. Il faut tester, apprendre, ajuster. Accepter de se tromper un peu. Exactement. La vraie valeur se découvre en faisant, en adaptant l'outil à ses besoins spécifiques et surtout en étant prêt à réinventer sa propre façon de travailler avec cet outil. C'est un apprentissage continu. Cette idée de réinvention du travail, elle est forte. Tu citais Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui disait vouloir redessiner chaque processus métier avec l'IA. C'est vertigineux comme ambition. Ça l'est, mais ça montre bien que le potentiel va au-delà de simples gains de productivité sur l'existant. Qu'est-ce que ça signifie alors pour l'avenir du travail plus largement? Ça pose une question vraiment fondamentale, je trouve. Si l'IA devient non plus juste un outil qu'on sort de sa boîte de temps en temps, mais un vrai partenaire intégré dans nos processus quotidiens, Mhm. comment ça pourrait redéfinir la nature même de certains métiers, de certaines fonctions dans l'entreprise? Quelle nouvelle forme de collaboration, de complémentarité pourrait émerger entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? On ne parle plus seulement d'automatiser ce qu'on fait déjà. Non, on parle peut-être de faire les choses complètement différemment, voire de faire des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire avant. C'est une réflexion qui ouvre des perspectives assez profondes sur la transformation du travail. Une perspective passionnante et un peu intimidante aussi, à explorer. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret. Merci à toi.